Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Une revue de la presse et des médias israéliens que nous allons débuter par, on peut dire, le grand titre dans la presse et les médias israéliens. Tous les médias et les sites d'information ainsi que les journaux parlent de développement dramatique dans l'affaire des sous-marins allemands vendus à Israël. Selon en fait certaines informations et des rumeurs plus que persistantes, le suspect numéro 1 dans cette affaire, Miki Ganor, l'homme qui représente en Israël le consortium allemand ThyssenKrupp, constructeur des sous-marins, aurait décidé de devenir Ed Medina. C'est une sorte de témoin à charge, de témoin de l'accusation. Ganor est soupçonné d'avoir versé des pots de vin à des personnalités israéliennes influentes afin qu'elles favorisent ThyssenKrupp et qu'elles permettent donc à ce consortium de remporter le marché de vente des sous-marins à Israël. Les médias nous expliquent qu'apparemment les enquêteurs de la police disposent de preuves suffisamment accablantes contre Ganor pour l'envoyer pour de longues années en prison, comprenant qu'il risquait donc de payer très cher ses pots de vin. Ganor a donc apparemment décidé de devenir témoin à charge et de faire plonger entre guillemets certaines des personnalités impliquées dans cette affaire. Et le site Voilà nous détaille ce matin comment les enquêteurs ont tenté de persuader Ganor de franchir le Rubicon, essentiellement en le faisant dormir en prison avec de grands bandits et en lui offrant des conditions de luxe durant ses interrogatoires. Donc cela a permis à Ganor d'une certaine manière d'être tenté par la proposition des enquêteurs de devenir témoin à charge en échange d'une réduction de peine ou même d'une amnistie, d'une annulation des chefs d'accusation contre lui. Ganor devra éclairer les enquêteurs sur les zones d'ombre qui demeurent dans leur enquête. En général, expliquent les experts israéliens dans les journaux ce matin, lorsque les enquêteurs veulent transformer un suspect en témoin de l'accusation, eh bien, c'est qu'ils souhaitent incriminer des personnalités plus haut placées que le transfuge. Et c'est là la question essentielle. Qui sont ces personnalités qui pourraient payer cher la volte-face de Ganor? Et là, les médias et les sites sont partagés. Certains commentateurs estiment ce matin que cela pourrait remonter jusqu'au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Mais il faut bien admettre que ces commentateurs sont minoritaires. La plupart des observateurs, comme ceux de la seconde chaîne de télévision hier soir, une chaîne de télévision qui n'est jamais pourtant très tendre avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, affirme qu'il reste en dehors de cette affaire et rien ne permet de penser pour l'heure qu'il est impliqué donc d'une manière ou d'une autre dans ce dossier. Même le conseiller du Premier ministre et son avocat David Shimron ne devraient pas être inquiétés, de telle sorte que les personnalités qui ont du souci à se faire de la démarche de Ganor pourraient être des officiers de supérieurs de Tsahal, voire même des généraux qui auraient trempé dans cette affaire, abondamment commenté donc ce matin dans la presse et les sites d'information. Par contre, le Haaretz lui croit savoir, il affirme en manchette que le traitement du dossier 1000, celui des fameux cadeaux que le Premier ministre aurait reçus de ses amis milliardaires, sera accéléré afin qu'il aboutisse ou non à un acte d'accusation contre M. Netanyahou, mais surtout afin qu'il permette donc aux enquêteurs de se focaliser sur le traitement de ce qui devient, selon le Haaretz, le dossier dominant, celui donc des sous-marins, dans l'hypothèse où peut-être effectivement M. Netanyahou pourrait y avoir trempé. Donc une hypothèse qui reste tout à fait minoritaire dans les estimations des commentateurs. Quant au Israël Hayom, il estime dans l'analyse de Yoav Limor ce matin que ces développements devraient conduire l'Allemagne à annuler son marché de vente de sous-marins à Israël. D'ailleurs, une information qui est confirmée en manchette du Yediot Aharonot et qui est véhiculée ce matin en tête de la page d'ouverture du site Ynet. Donc, l'Allemagne a décidé de suspendre donc, son marché de vente de sous-marins à Israël à la suite donc, de cette affaire. Le journal le Yediot Aharonot d'insister sur un point étonnant. Pourquoi et comment Israël a accepté la vente de sous-marins semblables par les Allemands à l'Égypte, alors que jusqu'alors les Israéliens s'y opposaient? Est-ce que la corruption, donc véhiculée apparemment par Ganor, aurait donc touché de très hautes personnalités qui auraient accepté de fermer les yeux sur la vente de sous-marins également à l'Égypte? Et dans sa page éditoriale, le Yediot Aharonot publie une réflexion du général de réserve Giora Eiland qui affirme que dans cette enquête, la question la plus importante se rapporte au fait que c'est un proche du Premier ministre qui aurait donc autorisé la vente de sous-marins à l'Égypte, et ce malgré l'opposition ferme du ministère de la Défense.
Tous les sites d'information se font l'écho des émeutes qui se sont produites hier soir dans les villages palestiniens de Silwan, en contrebas des murailles de la vieille ville, et d'Issaouia, dans le nord-est de la capitale. Selon le Haaretz, une vingtaine de jeunes manifestants qui protestaient contre l'installation de portiques de sécurité à l'entrée du mont du Temple ont été arrêtés, en particulier près de la porte des Lions. Et ce matin, le Reshet Bet, la seconde chaîne de télévision de la radio israélienne, parlait de 50 manifestants palestiniens blessés en se référant à des sources du Croissant Rouge international. Il y a également eu des échauffourées devant donc la porte des Lions, qui est le centre de gravité de cette protestation. Le Israël Hayom a interrogé le commandant en chef de la police de Jérusalem, Yoram Halevi, qui a déclaré que le mouvement de protestation autour de ces portiques de sécurité n'était rien d'autre que une mise en scène et du spectacle. Il accuse le Waqf de provocation autour de cette affaire et affirme que, contrairement aux accusations des responsables du Waqf, qui prétendent que des dizaines de milliers de fidèles devront attendre pour passer sous les portiques de sécurité, Yoram Halevi indique donc que chaque jour, il y a seulement entre 300 et 800 fidèles au maximum aux prières dans la mosquée d'Al-Aqsa, et que le vendredi, il y en a entre 5 000 et 20 000. Halevi souligne que ces portiques seront envers et contre tout maintenus. Et puis en marge, le Israël Hayom revient ce matin sur sa manchette d'hier à propos du bras de fer qui oppose Mahmoud Abbas avec le Hamas, un bras de fer que le leader palestinien tente de durcir. Ce matin, le journal cite Mahmoud Abbas qui affirme qu'il dispose d'une banque de pression contre le Hamas pour faire céder le mouvement et essayer de faire en sorte qu'il puisse reprendre le contrôle sur la bande de Gaza après 10 ans de pouvoir du mouvement intégriste palestinien. Les médias, les sites et les journaux de ce matin reviennent sur l'accord de cessez-le-feu dans le sud de la Syrie, un accord conclu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, et qui ne laisse pas la moindre marge de manœuvre à l'État d'Israël, apparemment en tout cas, alors que celui-ci est à une frontière directe, on le sait, avec la Syrie, et qu'il risque de se retrouver face à des forces avancées pro-iraniennes à quelques kilomètres de cette frontière, donc sur le plateau du Golan. Ainsi, le site Walla souligne qu'en dépit de ses excellentes relations avec Donald Trump et avec Vladimir Poutine, Binyamin Netanyahou n'a pas réussi à les persuader de tenir compte des revendications sécuritaires d'Israël le long de cette frontière. La priorité pour le deux présidents des deux grandes puissances a été de réduire Daesh à néant, même au prix d'un maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, écrit donc le site Walla. Et ce site estime que cet accord réalisé sans Israël pourrait bien être le reflet de ce que serait un futur éventuel accord entre Israël et les Palestiniens si les puissances occidentales devaient décider de l'imposer à Israël. Dans un tout autre domaine, en page 11, le Israël Hayom se penche sur le drame de la famille de Sarah Attal Halimi, qui a été assassinée, vous le savez, et défenestrée à Belleville parce qu'elle était juive il y a plusieurs semaines. Le journal donne la parole ce matin au frère de Sarah Attal Halimi, William, qui explique que sa famille a porté plainte contre le fait que le mobile antisémite n'a pas été retenu par la justice française. Et il affirme également qu'à l'issue de la procédure judiciaire, il fera avec sa famille son alia en Israël. William Attal admet que le drame que sa sœur a vécu et le refus des autorités françaises de considérer sa mort comme un attentat antisémite ont contribué à accélérer sa procédure d'alia et son départ de la France. William Attal parle des appréhensions des Juifs de France, des appréhensions existentielles, affirme-t-il donc au Israël Hayom. Et puisque nous parlons de la communauté juive de France, dans sa page éditoriale, le Yediot Aharonot publie l'édito de Gil Michaeli qui ou peut-être même d'ailleurs, revient sur la cérémonie de commémoration du Veldiv dimanche et sur le discours du président Macron. Selon lui, cette cérémonie a permis deux développements nouveaux et importants. D'abord, la présence aux côtés du président Macron de Binyamin Netanyahou. Jusqu'à présent, écrit-il, la France considérait la Shoah des Juifs de France comme une affaire purement française. L'invitation de Binyamin Netanyahou est une forme de reconnaissance du rôle central de l'État d'Israël pour tout ce qui a trait à la Shoah. Le second développement se rapporte à ce que l'on peut appeler l'endossement de l'entière responsabilité de la France dans la Shoah des Juifs de France. Macron a dit dimanche que Vichy était l'histoire de France et que l'antisémitisme qui a éclaté en 1940 se trouvait depuis longtemps dans la France, depuis la Troisième République. Macron, écrit-il, a décidé de modifier le narratif de la Shoah de telle sorte que dans ce dossier, il y a de terribles zones de douleur, bien entendu, concernant le comportement de la France durant cette période trouble, mais
mais également un peu de lumière de la part du nouveau président de la République, écrit ce matin donc Michaeli dans le Yediot Aharonot. Sachez également que dans son journal télévisé d'hier, la seconde chaîne de télévision a diffusé un reportage sur l'Aliyah des Juifs de France en présentant les derniers jours en France d'une famille qui est montée en Israël la semaine dernière dans le vol spécial affrété par l'agent juif dont nous avions parlé à l'époque. Parmi les personnes interrogées dans ce reportage, le directeur général de Kalita, Ariel Kandel. Et puis enfin, le Times of Israel, dans sa version française, indique que lors de sa visite à Paris hier, Binyamin Netanyahou s'est rendu dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame et il s'est recueilli devant la plaque marquant le souvenir de celui qui fut l'archevêque juif de Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger. Et plus discrètement, le Times indique également que Binyamin Netanyahou a rencontré hier à Paris l'ex-ambassadeur du Mexique à l'UNESCO, Andreas Romer, qui avait démissionné pour ne pas avoir à voter en faveur d'une résolution anti-israélienne et anti-juive prise par cette organisation qui est devenue une spécialiste en la matière. Romer, qui est juif lui-même, s'est déclaré très touché par le geste du Premier ministre israélien. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.